Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va faire le débrief de l'UAE Tour. On va faire le débrief de manière assez particulière. C'est un format que j'avais pas fait depuis quelques temps. On va faire les 8 éléments à retenir de cette UAE Tour, parce que c'est pas non plus la course de l'année. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de francophones au départ, donc c'est-à-dire mettre en avant les bleus aurait été un petit peu compliqué sur cette course-là. Donc on va voir les 8 éléments importants de cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo également si vous pensez que ça peut plaire à des gens de votre entourage. N'hésitez pas à commenter également, à réagir dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, tiens, l'élément pour vous le plus important de cette UAE Tour. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Du côté des abonnements, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Question pratique, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, c'est toujours avantageux. Et puis pour le partage, comme ça permet d'augmenter le nombre d'abonnés, d'améliorer la visibilité de la chaîne, enfin voilà. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude maintenant sur YouTube. Bon, et ben on commence tout de suite avec le premier élément. Qui est donc en position numéro 8, le 8e élément plutôt à retenir de ce tour des Émirats Arabes Unis. Eh bien, le 8e élément à retenir de cette UAE Tour, c'est tout simplement qu'Eurosport reprend le cyclisme italien et les classiques belges. La chaîne L'équipe a perdu les droits de toutes les compétitions qui appartiennent à RTS, c'est-à-dire que ça commence avec cette UAE Tour, mais Milan-San Remo, le Giro également, le Tour de Lombardie, l'Estrade Bianche. Bien, toutes ces courses-là qui étaient diffusées sur la chaîne L'équipe le seront désormais sur Eurosport. Alors, Eurosport, mais pas vraiment sur les chaînes de télévision en fait. Ce qu'on nous a indiqué, c'est que les diffusions seront surtout sur la plateforme en ligne d'Eurosport, déjà parce que il y a une situation d'entente assez compliquée entre Canal Satellite, donc Canal+ et Eurosport, avec les droits de la Ligue 2, enfin il y a plusieurs problèmes on va dire entre les deux chaînes, donc c'est-à-dire que pour punir un petit peu les abonnés Canal+, il faudra passer par cette plateforme. Pour passer par la plateforme en ligne, il faut reprendre un abonnement, donc ça va pas plaire aux abonnés Canal+. Et puis tout simplement parce que Eurosport considère que certaines épreuves de cyclisme diffusées par RTS comme l'UAE Tour ne sont pas forcément des épreuves majeures du cyclisme et pourraient ne pas avoir une grande audience sur la chaîne, donc ils décident de le placer sur le média en ligne. C'est dommage pour la chaîne L'équipe, j'ai du mal à comprendre leur stratégie en ce moment, la chaîne L'équipe. Ils perdent le cyclisme, ils ont perdu également le catch. Ils ont décidé d'arrêter le catch, je sais pas trop pourquoi, qui faisait pas des mauvaises audiences. Le catch, alors c'était pas non plus à se taper le cul par terre, mais pour du samedi soir, c'était pas non plus mauvais. Puis on verra ce que ça fera le MMA. Mais bon, je suis pas sûr que ça attire autant. Le MMA, c'est quand même assez compliqué à comprendre comme discipline, je trouve. Et puis des fois on se fait chier sur les combats de MMA. Ils ont décidé donc de lâcher le catch et de lâcher les courses de RTS. Je rappelle que le Giro, c'est en moyenne entre 1,6 million et 2 millions, 2,2 millions de téléspectateurs pour la chaîne L'équipe. En plein après-midi, ça les plaçait régulièrement dans le top 4 des chaînes de télévision en plein après-midi. C'est pas la Coupe du Roi très clairement qui fait ce genre de choses. Et puis il y avait également en fait il y a que le biathlon qui arrive à faire ces audiences là, et encore le biathlon avec Martin Fourcade, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, qui arrivait à faire les mêmes audiences pour la chaîne L'équipe. C'était donc les meilleures audiences. C'est dommage de laisser tomber sa poule aux œufs d'or, comme on pourrait dire. Et puis c'est dommage également parce que de perdre aussi les courses belges, parce que c'était également des bonnes audiences. Alors est-ce que c'est dû à la crise au journal L'équipe? On sait que le journal est pas très bien financièrement, on le sait. On sait qu'il y a eu une crise avec 14 jours sans diffusion également du journal, donc ça a eu un coup dans les bénéfices. Est-ce que c'est tout simplement parce que la chaîne L'équipe veut privilégier le football, ce qui pour moi est une erreur, parce que l'équipe c'est pas que le football, mais bon, il semblerait qu'en ce moment du côté du journal, mais du côté de la chaîne de télévision également, on privilégie cette discipline. Je
trouve ça un peu triste parce que ce sont des bonnes audiences et Eurosport va peut-être attirer des abonnés. Je ne pense pas très clairement parce que je pense que les abonnés de cyclisme, les fans de cyclisme, soit avaient déjà un abonnement Eurosport, soit vont passer par les plateformes de streaming, IPTV, enfin on connaît un petit peu toujours la solution. Moi je continuerai à parler des courses italiennes, moi, je vous le dis d'ores et déjà. Et également des courses belges. Il y a déjà la vidéo du Headvolk qui est déjà en ligne, mais je trouve ça un petit peu dommageable que ces courses-là, qui étaient en ligne depuis 2016, eh bien, disparaissent du contenu disponible librement. Ça m'attriste toujours un petit peu. Greipel, c'est fini. Et oui, alors je vais faire un peu plus vite sur les prochains éléments. Greipel, c'est fini parce que là, il était sprinter leader chez Israel Startup Nation. Alors, je me suis souvent moqué de la stratégie d'Israel Startup Nation sur les grands tours, d'emmener parfois 2 ou 3 sprinters qui ne travaillaient pas les uns avec les autres, et ce qui fait qu'un jour c'était Greipel, le lendemain c'était Hofstetter par exemple sur le Tour de France, ce qui était assez incompréhensible. Là sur cette UAE Tour c'était Greipel le leader, sauf qu'il a jamais pondu un sprint potable, et pourtant j'ai trouvé que le train d'Israel Startup Nation n'était pas mauvais. J'ai même plutôt trouvé qu'ils ont fait du bon boulot de ce côté-là. Alors c'est pas de Conan Quickstep ou la Lotto, mais c'était quand même plutôt bien fait avec leurs armes. Il était plutôt très bien passé sur la plupart des sprints Greipel, mais il a jamais mis la balle au fond. Et on s'aperçoit que Greipel, je l'ai dit depuis l'année dernière, et même son passage chez Arkea, on l'avait bien vu chez Arkea, que c'était pas la folie. C'est pour être un coureur qui pourrait être lanceur d'un autre sprinter, un peu à la Cavendish. Le problème, c'est que Greipel le fera jamais parce que c'est un coureur qui croit encore qu'il est en capacité de gagner des sprints. Or, c'est plus le cas. Là, sur un plateau qui était certes... il y avait quelques très bons coureurs, mais il n'y avait pas la totalité des top coureurs. Ballerini n'était pas là, par exemple. Bouhanni n'était pas là. Demar n'était pas là. Même Hofstetter, par exemple, dans sa propre équipe. Et pourtant, il n'a pas réussi à mettre... il n'y avait pas Renaud Wegen non plus. Il n'a pas réussi à mettre au fond. C'est dommage. Greipel, c'était un bon coureur, mais qui a une fin de carrière un petit peu compliquée pour moi, parce que sa saison chez Arkea avait été très mauvaise. La saison dernière chez Israël, ça n'a pas non plus été la folie. Ça a l'air de suivre un petit peu cette même stratégie, et ça m'attriste un petit peu, mais aujourd'hui, je ne crois plus du tout en André Greipel. On parle d'un nouveau sprinter avec Caleb Ewan, et Caleb Ewan encore perfectible. Oui, je voulais en parler parce que il me fallait un 8e élément, et je me suis dit tiens, Caleb Ewan c'est pas mal. Caleb Ewan encore perfectible. Alors certes, il a remporté le dernier sprint du côté d'Abu Dhabi, mais sinon le reste de la semaine, je trouve que ça a été compliqué. Alors il tourne autour, il n'est pas très loin. Il y a une étape, l'étape numéro 6 où il est 12e, mais c'était une arrivée assez particulière avec des pavés le long de la mer du côté de ce tour de UAE, avec un parcours qui était très étroit en fait. On sait que sur le tour de l'UAE, vous avez des routes extrêmement larges, c'était comme les tours du Qatar, c'est des routes qui font 15 mètres de large. Et là, particularité sur cette étape numéro 6, c'était très étroit, c'était plutôt étroit, voilà. Donc Caleb Ewan s'est fait un petit peu enfermer ce jour-là. Sinon, ça a été compliqué. En fait, la Lotto a beaucoup travaillé, avec Thomas de Rennes par exemple, bien avant les sprints. C'est lui souvent qui faisait le rythme dans les étapes, avec d'autres équipes bien entendu, mais il était dans le coup. Et derrière, la Lotto était devant à 10 km de l'arrivée, encore à 7-8 km de l'arrivée, et puis après il se faisait enfermer, comme si ça manquait de main d'œuvre, parce qu'on avait utilisé un peu trop de monde avant, comme si le train en fait n'était pas encore en place, la stratégie n'était pas encore en place. On sait que Caleb Ewan, il a besoin de lanceurs, comme beaucoup de sprinters quand même aujourd'hui dans le monde. Et là, il lui manquait un petit peu de monde dans les 3 derniers kilomètres, très clairement, et il se fait enfermer lors de l'étape numéro 6, pas mal, mais il n'a pas fait des sprints nickel. Et en fait, le sprint qui réussit le mieux, c'est le dernier, mais où son train est quasiment le moins présent dans les derniers kilomètres. Donc j'ai trouvé un petit peu dommageable que Caleb Ewan
sont un petit peu en difficulté de ce côté-là. Malgré tout, il remporte une victoire, donc ça veut dire que peut-être qu'on a commencé à trouver des automatismes. Il faut rappeler également que chez Lotto, il y a eu pas mal de changements cet hiver, avec beaucoup de recrutements de jeunes coureurs également, qui n'ont pas forcément l'expérience du World Tour. Donc il faut les habituer également à ce travail-là. Et Caleb Ewan doit aussi se remettre en route. Bon, ça a été un petit peu compliqué, je trouve, de ce côté-là. 5. Viviani, pas mal. Et oui, Elia Viviani, qui pourtant j'ai énormément critiqué l'année dernière pour son manque de résultats, que ça soit sur le Tour de France ou sur le Giro. Je pense que c'était une erreur même de l'aligner sur ces deux courses, qui était en manque de confiance totalement sur le Giro. On avait vu beaucoup de sprints réalisés par Simone Consoni. Son lanceur, eh bien là, je l'ai trouvé pas mal. Pas mal parce que du côté d'Elia Viviani, il n'a pas été foncièrement aidé pendant cette course. Un train Cofidis qui était assez souvent aux fraises, il faut le dire, donc il s'est débrouillé souvent seul. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler du côté de la Cofidis, c'est sur le train cette formation, parce que là c'était un petit peu compliqué, je trouve, sur certains sprints où on a vu Viviani, grosso modo, dans les 5 derniers kilomètres, il n'y avait plus que Consoni, et Consoni souvent n'était pas top avec Viviani, la communication entre les deux n'était pas exceptionnelle. Mais quand on regarde les résultats sur cette UAE Tour, on a une 5e place, une 4e place, une 2e place sur l'étape numéro 6, une 15e place lors de l'étape numéro 7, mais Consoni est tombé sur l'étape, c'est sur celle-là où il tombe, ou c'est sur l'étape numéro 6, je sais plus, où Consoni est tombé. Moi j'ai été impressionné par son sprint lors de l'étape numéro 4 où il fait 4e, parce qu'à 500 mètres de la ligne, il est au-delà de la 20e place. C'est-à-dire, il est très loin, et il arrive quand même à finir 4e avec une grosse vitesse en passant la ligne, donc ça veut dire c'était le plus performant, je pense, ce jour-là. Pas mal également sur l'étape 1, parce qu'il a réussi à s'en sortir malgré les coups de bordure, ce qui n'est pas forcément facile, mais on sait qu'il a cette culture-là de bien être placé normalement, Viviani quand même, parce qu'il est passé chez Deceuninck Quick-Step. La Cofidis a aussi eu à une époque une culture des coups de bordure. C'était pas toujours le cas cette année, parce que sur cette étape 1, je crois même qu'il n'y a pas de Cofidis dans le premier groupe, je crois me rappeler. Cofidis, donc il y a Viviani et si, il y avait Ruben Fernandez, pardon, qui était également dans ce groupe-là, mais sinon ça manquait un petit peu de monde. Donc voilà, bon travail d'Elia Viviani sur cette semaine de reprise pour lui. C'était bien mieux, je trouve, que l'année dernière. Malgré tout, il reste encore des choses à travailler. Le train qui n'était pas en place du côté de la Cofidis, mais il faut rappeler également que la Cofidis envoie beaucoup de coureurs sur les classiques flandriennes. Et donc, il manque un peu des éléments autour de Viviani sur cette UAE Tour, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui font souvent partie du train de Viviani, qui était sur le Het Nieuwsblad par exemple, et les deux courses avaient lieu en même temps, donc c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Mais il a fait du bon travail, il a fait des très belles courses. Bon, voilà, à lui de confirmer dans ses sorties à venir. On sait qu'il fera donc Tirreno Adriatico, bien entendu Milan-San Remo, puis après il ira sur quelques classiques flandriennes comme la De Pantour, le Gand-Wevelgem et à travers les Flandres. Et puis il est prévu également de faire le Tour d'Italie, bien entendu sous réserve de Covid, encore une fois. En 4, Decker. Pas mal. David Decker qui a remporté le maillot de meilleur sprinter sur cette course, c'est bien, face à Sam Bennett ou à Viviani, où il a fait vraiment du bon travail. Il n'a pas gagné d'étape, mais il a toujours été dans les meilleures positions. Et ce qui est intéressant, c'est que David Decker, c'était quand même sa première course World Tour aux concurrents néerlandais, dans une nouvelle équipe. La Jumbo-Visma, alors c'est un coureur qui a du talent. Moi je l'avais vu l'année dernière sur le Samin, vous savez, cette classique belge qui a lieu un mardi, où il avait fait vraiment du très très bon travail dans une équipe que je ne connaissais pas. Voilà, je suis sur Pro Cycling Stats, c'était la SEG Racing Academy, donc pas forcément l'équipe la plus connue au monde. Et là je trouve qu'il a fait vraiment du très très bon travail. Alors c'est pas le sprinter le plus explosif au monde, par contre j'ai l'impression qu'il arrive à pas mal tenir le rythme sur des longueurs de 250-300 mètres, donc ce qui me semble intéressant pour un sprinter de ce type. Et puis surtout il sait très très bien se placer, parce qu'il n'avait pas non plus un train exceptionnel,
Mais lui, il était toujours très très bien placé dans les 10 premiers à l'amorce du sprint. Donc vraiment du bon travail de la part de ce Néerlandais. Voilà, il fait deuxième de la première étape, deuxième de la quatrième étape, quatrième de la sixième étape et 14e de l'étape numéro 7. Donc voilà, plutôt une très très belle semaine de course pour ce Néerlandais. C'était sa première course World Tour. C'est quand même un coureur qui a remporté 2 courses en 2020. Alors je vais vraiment écorcher les noms de ces 2 courses qui sont néerlandaise, la Crafter van Zolle et la Doppermanloop Rukven. Mais voilà, c'est un coureur qui est très performant, qui était chez les U23 l'année dernière. Également, bon, il avait fait pas des grands résultats chez les U23, 14e. Il avait fini 11e de la Museeuw Classic en 2019, 56e de Paris Tour Espoir, donc pas incroyable. Vainqueur des championnats U23 néerlandais. Voilà, donc il y a quand même des petits résultats, mais là j'ai trouvé, il avait fait 5e également d'une demi-étape sur le triptyque des monts et châteaux. Voilà, j'ai trouvé qu'il a fait vraiment des très très bons résultats et on espère que ça va continuer de ce côté-là pour notre ami David Decker. Froome, nulle part. Oui, ça a été compliqué pour Christopher Froome. Alors il finit à une anonyme. Attendez, je vais vous retrouver la position. Mais ça finit très très loin de ce côté-là. Il finit 47e à 22 minutes. Alors je rappelle, il y a 8 minutes de perdu lors de la première étape, mais ça veut dire qu'il a perdu 14 minutes en 2 étapes de montagne et un contre-la-montre. Comment vous dire sur Christopher Froome, que penser du coureur britannique? Il est aux fraises. Il est aux fraises. Alors on va encore m'insulter dans les commentaires, certainement, quand je dis que Froome est aux fraises. J'avais fait une vidéo l'année dernière quand on avait appris le recrutement de Chris Froome par Israel Startup Nation, où j'avais dit pour Israel Startup Nation, déjà en termes d'image c'est pas top parce que c'est quand même un coureur qui est lié à une équipe où il y a eu des affaires de dopage. Il est quand même lié à cette image d'être un coureur pour la moitié des gens qui est dopé alors qu'il n'y a aucune preuve, mais encore une fois il y a cette image là. Et puis, il n'y a aucune preuve, il y a le médecin de l'équipe Sky qui a eu des produits dopants sur lui. Bradley Wiggins, on sait qu'il y a de grandes chances qu'il y ait eu du dopage. Bon, c'est vrai que Froome, ça serait surprenant que Wiggins ait été avec des produits dopants et pas Chris Froome. Mais encore une fois, on n'a pas la certitude au niveau de ces preuves-là, et le médecin de l'équipe Sky n'ayant jamais vraiment parlé, c'est un petit peu compliqué de le savoir. Mais et j'avais dit, c'est surtout compliqué de recruter un coureur quand il n'a pas couru l'année 2020 après une grosse blessure en 2019. Et là, on a totalement cette confirmation-là, c'est-à-dire que je pense qu'il coûte extrêmement cher. Heureusement, il a qu'un an de contrat chez Israel Startup Nation, mais il est aux fraises. Il n'y a pas grand-chose à dire. Sur les étapes de montagne, il finit 40e de la première et 42e de la seconde. Sur le contre-la-montre, il finit 83e. C'est-à-dire derrière Sepp Kuss, je crois, sur le contre-la-montre, donc il perd quasiment 2 minutes en 13 km. Je rappelle, c'était que 13 km ce contre-la-montre-là. Il est parvenu physiquement à 100%. Moi, j'ai été... quand je le regarde rouler, c'est sur l'étape de montagne mais également sur le contre-la-montre, on avait pas mal d'images sur lui de la part de la réalisation, surtout que le contre-la-montre j'ai regardé en version arabe parce que j'ai pas Eurosport et donc je l'ai regardé en version en langue étrangère, cette UAE Tour, donc soit en anglais pour les dernières étapes ou en arabe pour les premières qui sont disponibles sur YouTube. Vous verrez qu'en arabe le mec s'excite mais vraiment pour un rien, hein. C'est assez drôle sur le contre-la-montre. À un moment je sais plus qui passe 6e à l'intermédiaire et le mec s'excite comme si Pogacar avait remporté le Tour de France. Ça c'est drôle. Du côté de Froome, je me concentrais énormément sur son coup de pédale et c'est là où on s'aperçoit que le coup de pédale est pas bon parce que on va dire tous les minutes 10, les minutes 20, son genou gauche part vers l'extérieur sans qu'il y ait de raison. Je pense que c'est parce qu'il y a un déséquilibre entre les deux jambes dû enfin ça c'est mon opinion, je pense qu'il y a un déséquilibre entre les deux jambes dû à sa fracture du bassin. Peut-être qu'elles sont plus à la même taille. Et sur le vélo de contre-la-montre, la position était effroyable. Sur le vélo de contre-la-montre, il était à 10 mètres de hauteur. C'est-à-dire qu'il était absolument pas aérodynamique. Et
quand vous regardez le coup de pédale, ça mouline, comme d'habitude chez Chris Froome, mais ça mouline sans puissance. C'est-à-dire que vraiment, ça mouline, on a l'impression qu'il est comme moi sur un vélo en première vitesse, quoi. Alors oui, tu moulines, mais t'avances pas. Et c'est un peu ça avec Chris Froome en ce moment. Moi, je trouve qu'il est plus haut niveau et que cette année, ça va être très très compliqué pour lui. Normalement, il doit faire le Tour de France et le Dauphiné. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de l'envoyer sur ces courses-là. En numéro 2, Pogacar en grande forme. Il remporte cette UAE Tour malgré une pénalité de 10 secondes pour une rétro-poussette avec un équipier. Que dire de Pogacar à part que c'était le coureur le plus en forme sur cette course. Alors Adam Yates a bien résisté du côté d'Ineos Grenadier. Et puis moi j'ai trouvé qu'en plus l'équipe était plus solide que sur le Tour de France, vu que quand il était dans les étapes de montagne, il y avait un vrai train devant lui, et ensuite il a très très bien géré face à Adam Yates. Il a laissé croire à Adam Yates que c'était à lui le plus fort. Il a même laissé croire ça un petit peu un moment à Sepp Kuss quand ils étaient à 3, et puis il l'a contré dans le dernier kilomètre, et il l'a contré sévère. C'est-à-dire que Pogacar, moi je suis toujours impressionné par sa puissance physique. Il a un punch vraiment assez intéressant, Pogacar, qui lui permettrait d'être performant également sur les classiques ardennaises. Et on l'avait vu même sur les classiques ardennaises, vu qu'il a été sur Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Mais il a une vraie capacité, quand il change de rythme, à faire très très mal. Pogacar, à sprinter presque. Enfin voilà, il a un punch naturel qui est très fort. Et là, quand il a contré Adam Yates, il a regardé les pédales, il s'est dit... J'aurais peut-être dû le laisser travailler un petit peu plus, c'est dommage, mais voilà, il est déjà fit. Alors j'en ai parlé dans les commentaires de je sais plus quelle vidéo, j'ai dit je suis impressionné par le fait qu'il soit déjà à son poids de forme. Pogacar, je me dis, est-ce qu'il mise pas sur le fait que il va y avoir une coupure avec la Covid? Peut-être, parce que je le trouve déjà très très en forme, et je suis un petit peu inquiet parce que quand vous êtes en forme au mois de février, c'est compliqué d'être encore performant au mois de juin pour un Tour de France, vu que cette année le Tour de France commencera le 20 juin, donc ouais, ça va pas être facile pour Pogacar de maintenir cette forme jusqu'au bout, mais très intéressant de le voir déjà performant. On termine avec Sam Bennett très costaud sur cette UAE Tour, le coureur irlandais, dommage lors de la première étape où il perd toute chance de prendre le maillot vert à ce moment-là, où il se fait avoir sur un coup de bordure. Je rappelle la première étape pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a eu un énorme coup de bordure qui s'est fait à 100 bornes de l'arrivée. Après c'était son premier jour de course aussi, donc ça peut se comprendre, mais sur l'étape numéro 4 il est intouchable. Sur les deux sprints qu'il a remportés, il est vraiment imbattable. Sur l'étape numéro 7 il faut quand même un très grand Caleb Ewan pour le dépasser. C'est l'étape 4 non, c'est l'étape 6 où Viviani est dans sa roue, mais Viviani ne peut absolument rien faire. Le train est en place. Le train de la Deceuninck est déjà très très performant devant lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose à dire à part que ils savent se placer au bon endroit, ils font pas d'efforts inutiles et ils roulent pas à 50 bornes de l'arrivée quand il n'y a pas d'intérêt, ils laissent faire les autres équipes. Et en plus, ce qui est quand même surprenant, c'est que la Lotto, comme d'autres formations, n'ont absolument pas forcé pour que la Deceuninck roule. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, c'est quand même vraiment idéal. Voilà, pas grand chose d'autre à dire à part qu'il a été excellent. Dommage pour la première étape, voilà, mais après il a fait un excellent travail toute cette semaine, donc on peut le féliciter. Déjà 2 victoires dans la musette pour cette année 2020, ça sent bon pour le Tour de France également pour lui. Il sera également sur Paris-Nice, il faudra le suivre sur Paris-Nice au mois de mars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!